quand le son devient un outil d'orientation, pas seulement un bruit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du son binaural, du son 3D dynamique ou encore du guidage par audio spatialisé? C'est certain que oui, car nous utilisons presque tous les jours le GPS. GPS, balise sonore, mais au-delà de toutes ces technologies, les personnes en situation de handicap visuel ont elles-mêmes leur propre stratégie humaine, d'assistance ou encore organisationnelle. Emboîter le pas d'une personne pressée et arriver à se repérer, ou encore avoir un chien guide pour s'aider dans ses déplacements, ou encore avoir un ami ou un guide à nos côtés pour courir sur une piste d'athlétisme. D'après les chiffres publiés par l'association Vinletin AEI en 2025, près de 1,7 million de personnes sont aujourd'hui en France aveugles ou très malvoyantes. Cataracte, DMLA, glaucome ou rétinopathie diabétique, cette première cause de cécité chez les personnes de moins de 50 ans. 50% d'entre elles sont sans emploi, préjugés, croyances limitantes, dans une société où ces personnes sont devenues pour la plupart expertes des usages numériques pour leur quotidien, mais dans une société où près de 80% des informations perçues pour son quotidien seraient d'origine visuelle. Dans le parcours d'une personne épanouie et jouissant d'une pleine participation, il y a comme facteur déterminant une mobilité sereine et effective. Pour cela, il est nécessaire de s'orienter et de pouvoir accéder. CLAP vous propose aujourd'hui d'échanger des solutions autour des solutions de guidage que peut offrir la technologie avec des personnes engagées, 3 entrepreneurs chevronnés en route pour l'accessibilité universelle. Très bon visionnage. Messieurs, bienvenue sur CLAP, deuxième épisode de ce podcast dédié à l'accessibilité. On est ravis de vous accueillir. Donc, c'est un format qui offre une lecture éclairée des dynamiques à l'œuvre dans le champ de l'inclusion et plus spécifiquement aujourd'hui autour de l'innovation. On va voir avec vous la manière dont est pensée votre technologie, comment vous la adressez au plus grand nombre tout en répondant aux besoins les plus spécifiques. On est ravis de vous accueillir ici pour cette émission. On est ensemble durant plus de 30 minutes. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Philippe Leborgne, bonjour. Bonjour, je suis entrepreneur dans plusieurs sociétés, notamment dans le domaine des deep tech et des sociétés à impact. François Alouge. François Alouge, donc moi je suis professeur à l'ENS Paris-Saclay, professeur de mathématiques. Je suis aussi membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au Centre Borelli. Bienvenue François. Et puis Sylvain Ferrand. Bonjour Julie, donc, je suis ingénieur de recherche CNRS au Centre Borelli à l'ENS Paris-Saclay. Merci encore d'être avec nous. On va le voir, vous êtes une équipe très complémentaire avec un produit, une solution dont on va parler tout au long de l'émission, même si on va aussi évoquer plus largement les innovations au service des personnes en situation de handicap visuel. Peut-être avant d'entrer dans justement cette partie, ce volet tech, qui apporte une vraie transformation sociale pour les personnes, puisque souvent quand on parle d'accessibilité, on parle de droit, on parle de cadre réglementaire, d'aménagement bâtimentaire, etc. Depuis une quinzaine d'années, on voit bien que la handitech, c'est devenu un sujet central. L'innovation dans les politiques publiques est devenue un sujet central, que ce soit pour l'accès à l'emploi, au logement, à la formation. Et on est passé donc de cette logique de compensation individuelle à une réflexion beaucoup plus large sur la façon dont nous, on va façonner nos environnements, qu'ils soient urbains, sociaux ou numériques d'ailleurs. Et l'OMS, l'ONU ou encore l'Union européenne rappellent que cette accessibilité, ce n'est pas juste ce petit pas de côté et que c'est bien une condition en fait, de participation citoyenne. Et on mesure encore pas mal d'écarts entre ces textes, ce stock de normes en fait, et ces standards et finalement la réalité. Alors, pour vous, à quoi fait référence cette notion d'accessibilité? Et puis pourquoi aussi, d'après vous, on en parle de plus en plus? Et vous avez le droit de me contredire là-dessus. Dans le premier épisode, justement, Patrice me disait que ça fait déjà longtemps qu'on en parle, donc voilà, quelle serait pour vous cette vision de l'accessibilité qui a porté aussi votre projet? Alors,
Pour moi, l'accessibilité, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose, c'est le phénomène qui fait qu'une société doit s'adresser au plus grand nombre, qu'une société doit être capable d'accueillir toutes les personnes, donc pas seulement les personnes dites normales, mais aussi toutes les personnes porteuses de spécificités. Et il suffit de se convaincre en fait, qu'une personne dite normale en fait, peut très bien se casser la jambe dans la rue à un moment et devenir handicapée, qu'une personne peut très bien être blessée et devenir handicapée. Et donc il faut que la société puisse accueillir en fait, le plus grand nombre de personnes en son sein et puisse s'adresser à tout le monde. Il faut que tous les bâtiments soient accessibles à tout le monde, les bâtiments publics en particulier. Mais il faut aussi que les services publics soient adressés à tout le monde. Il faut que les transports publics puissent s'adresser à tout le monde. Et ça, c'est pas du tout un vain mot, quoi. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Oui, et ici on va un peu dans le domaine du numérique. On s'aperçoit que maintenant ces technologies peuvent apporter je veux dire, beaucoup d'avantages qu'on ne pouvait pas apporter auparavant. Surtout que maintenant ça devient non seulement accessible, mais surtout c'est portable. Si on se remet 30-40 ans auparavant, tout ce qui était numérique n'était pas du tout portable. Aujourd'hui on l'a tout à chacun, tous les jours, de façon quotidienne, et ça peut apporter de grandes aides. Maintenant, on est encore loin du compte, il y a encore beaucoup de choses à faire, et justement nous on œuvre dans ce domaine-là pour rendre les choses beaucoup plus accessibles de tout point de vue, non seulement d'un point de vue utilisation, mais aussi d'un point de vue financier. On entend donc souvent le mot deep tech associé à des laboratoires de recherche, à l'intelligence artificielle ou encore à des technologies dites de rupture. Contrairement peut-être à des startups plus classiques, bien que ce soit un peu particulier de dire ça, mais les deep tech, en tout cas, elles s'appuient sur des avancées technologiques profondes qui parfois, du coup, génèrent plusieurs années de R&D. Et qui nécessite aussi des années de recherche académique et du financement aussi pour pouvoir vous accompagner et pouvoir faire en sorte que ce potentiel en fait, de transformation qui est souvent énorme, qui sont proposés par ces startups, puisse devenir réalisable. En fait, il y a cette question-là de comment ces technologies en fait, complexes deviennent abordables et utiles au quotidien. Donc déjà, peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est quoi une startup tout court? C'est quoi une startup deep tech? Et puis, finalement, même si après on va aller un peu plus concrètement sur les technologies que vous utilisez, quel rôle pour vous cette branche de l'innovation peut jouer justement dans la vie au quotidien des personnes en situation de handicap? Alors peut-être que si on veut parler de start-up, il n'y a pas forcément une définition universelle de start-up. On va dire ma vision à moi, puisque on est dans ce domaine-là. Une start-up, c'est une société qui a vocation d'aller rapidement sur le marché, peut-être plus rapidement qu'une PME classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est accompagnée d'investisseurs qui vont lui permettre d'apporter beaucoup de fonds pour finalement approcher et être sur le marché beaucoup plus rapidement que si elle avait fait ses développements sur ses fonds propres, par exemple. Donc pour moi, c'est la définition qu'on pourrait avoir au niveau d'une start-up, quel que soit le domaine finalement. Après, dans le domaine du deep tech, eh bien, on est ici sur le plateau de Saclay. Sur le plateau de Saclay, il y a plusieurs centaines de sociétés qui sont dans le domaine du deep tech. Eh bien, qu'est-ce qui finalement, quel est le point commun autour de tout ça? C'est des sociétés qui sont liées bien souvent à du logiciel et du matériel, et justement liées aussi à la propriété industrielle basée sur des brevets. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines qui sont purement numériques, je veux dire. On l'observe, toutes les sociétés qui sont sur ce plateau aussi, pratiquement toutes ont des brevets, et c'est pour ça qu'on peut éventuellement dire que c'est dans le domaine du deep tech. Encore une fois, c'est une définition que nous on applique chez nous, elle n'est pas universelle non plus, peut-être qu'il y a d'autres définitions qui sont ailleurs, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. La principale technologie qui porte l'innovation un peu de votre solution? C'est les débuts, c'est François et Sylvain qui ont initié cette technologie-là. Donc là, je pense que effectivement, Sylvain est mieux placé pour en parler. C'était vraiment le sujet de sa thèse, en fait, qui était la technologie de guidage par son spatialisé. Donc, je pense qu'il sera très bien. Mais Sylvain, on peut avancer déjà, oui, sur Oui, pourquoi sur pas. ces éléments d'éclairage peut-être pour nous? Oui, donc en fait, François travaillait à l'école polytechnique sur des techniques et des méthodes de spatialisation du son
Donc ce sont des algorithmes de traitement du signal numérique qui permettent de transformer un son pour reproduire une écoute naturelle et spatialisée quand on écoute avec un casque. Donc l'idée, c'est d'être capable de donner cette sensation qu'un son vient de quelque part dans l'espace. Donc ils travaillaient sur cette technologie pour des applications autour de pour la musique, pour les ingénieurs du son. Mais voilà, c'était des applications qui restaient un peu limitées et en fait, il y a cette idée qui est venue de pouvoir utiliser cette capacité à localiser des sons pour guider des personnes. Et en fait, c'était assez naturel et les personnes aveugles sont particulièrement concernées par cette possibilité-là puisque au quotidien, elles vont avoir tendance à suivre, à s'orienter en écoutant le son d'une personne qui les précède, par exemple. Et c'est un moyen très naturel pour se guider pour ces personnes-là. Et en fait, on a compris plus tard que ce n'était pas seulement les personnes aveugles qui pouvaient bénéficier de cette technologie. Et donc, il y a eu cette idée de pouvoir développer cette technologie plus spécifiquement pour les personnes déficientes visuelles. Et ça a été l'objet des travaux de ma thèse que j'ai pu réaliser sous la direction de François Alouge à l'École Polytechnique il y a maintenant quelques années. Et c'est de cette technologie-là que s'est développée toutes les applications, toutes les technologies qu'on développe aujourd'hui à Audiodimension. Voilà, c'est-à-dire que chez Audiodimension, on s'est aperçu que ces technologies-là pouvaient être généralisées. Qu'est-ce que ça veut dire généraliser? Ça veut dire pouvoir utiliser du matériel standard, ce qui n'était pas encore le cas au moment de tout ce qui était fait en laboratoire dans le cadre d'une thèse. Et justement, ce qui a été après la suite des choses d'un point de vue industrialisation, c'est de pouvoir utiliser du matériel standard, donc accessible au plus grand nombre. Quand on parle de grand nombre, oui, effectivement, on a quand même beaucoup de personnes. Par exemple, si en France, on a plus de 200 000 personnes qui sont vraiment non-voyantes, on a 1,7 million qui sont déficientes et 10 fois plus en Europe, rien qu'en Europe. Et au niveau mondial, c'est encore plus important. Donc oui, il y a des choses à faire, mais ces choses, apporter cette technologie-là nécessite qu'elle soit accessible d'un point de vue tarif et d'un point de vue standardisation et outils qu'on trouve sur le marché de façon très facile. Oui, et puis souvent, on a des solutions qui en fait apportent seulement en fait une partie de la réponse, en tout cas. Enfin, les personnes souvent déficientes visuelles nous parlent d'un quotidien justement un peu fragmenté, quoi. Elles utilisent une solution, après il faut utiliser une autre solution, une autre technologie, une autre. Donc finalement, utiliser une technologie qu'elles utilisent pour autre chose, écouter de la musique ou autre, pour bénéficier de votre solution. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une partie importante de l'inclusion, c'est-à-dire que les gens qui n'ont aucun handicap vont utiliser un smartphone. Les personnes qui ont par exemple des problèmes visuels vont utiliser aussi un smartphone. Si j'utilise les mêmes écouteurs que monsieur et madame tout le monde, eh bien ça sera la meilleure preuve de l'inclusion aussi, puisque ça sera exactement le même matériel et donc avec une diffusion à très grande échelle qui permet cette fameuse réduction des prix pour que tout le monde puisse s'en servir, particulièrement les gens qui sont fragiles économiquement, qui sont souvent les personnes qui sont porteuses de handicap. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement, si vous avez une petite cartographie comme ça, des types de solutions technologiques qu'utilisent aujourd'hui les personnes qui ont un handicap visuel pour s'orienter, se guider Alors peut-être on peut distinguer deux choses en fait dans la navigation au sens général en fait des personnes avec une déficience visuelle. En fait, il y a la question de se guider, de savoir où aller. Et puis il y a la question qui est diverse en fait, qui est d'éviter les obstacles en y allant, d'éviter un trou dans la chaussée, d'éviter un poteau, d'éviter un feu, etc. Donc en général, les personnes avec un handicap visuel en fait possèdent soit une canne, soit un chien. Qui les aide énormément, en fait, notamment pour éviter les obstacles. Mais ça ne résout pas la question de savoir où il faut aller. Le chien n'est pas capable, en fait, de savoir si la personne veut aller chez le médecin ou aller au parc pour se promener. Donc nous, ce qu'on essaye de fournir comme solution, c'est une solution de guidage qui permette d'aider les personnes à se rendre à un endroit précis. Donc ça, c'est très important.
Et le point, c'est qu'aujourd'hui, comme disait Philippe, finalement, les gens utilisent du matériel standard, des choses standards. Donc, tout le monde utilise Google Maps, tout le monde utilise Plan, tout le monde utilise, alors pas Waze, parce que les personnes déficientes visuelles ne conduisent pas. Mais essentiellement, voilà, les gens utilisent Google Maps. Et Google Maps est quand même pas très adapté, en fait, et la plupart des personnes que j'ai rencontrées me l'ont dit, pour la navigation piétonne, d'abord, et piétonne quand justement on ne voit pas, c'est encore plus délicat parce qu'on a constamment besoin de savoir où on est, par exemple. Donc Google Maps ne dit pas où on est, mais dit où on va, ce qui est différent. Il donne des informations au mieux vocales, du style tourner à gauche au prochain carrefour, mais où est le prochain carrefour, tourner à droite dans 30 mètres, etc. On ne sait pas combien il faut tourner à droite, on ne sait pas exactement dans quelle direction. Et donc les personnes, notamment en particulier, je pense à une amie à moi, en fait, que je connais très très bien, en fait, qui est aveugle de naissance. En fait, elle, pour naviguer, elle utilise 2 applications en même temps, quoi. Donc Google Maps d'un côté, plus une autre application qui s'appelle un localiseur, qui lui permet en fait de savoir où elle est, et donc il lui dit constamment, vous êtes dans la rue, etc., la rue machin, etc. Et donc, c'est quand même pas pratique, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté. En fait, pour moi, c'est pas du tout, c'est pas une solution, quoi. C'est pas une bonne solution, du moins. Et même si Google Maps et probablement le localiseur ont de très bons atouts par ailleurs, en fait. C'est pas, donc, il y a de la cartographie, il y a des tas de choses qui sont très, très pratiques. Mais ça ne fournit pas une aide qui est suffisamment adaptée en fait pour les personnes déficientes visuelles. Et puis il faut aussi manipuler son téléphone, ce qui est encore autre chose, c'est-à-dire que la manipulation du téléphone oblige à avoir une main prise. Voilà, on a une canne dans l'autre ou alors un chien. Pour peu qu'on transporte une valise, et il faut une 3e main, quoi. Donc c'est un problème, et je pense qu'il faut revoir ça. Et donc, à Audiodimension, nous, on cherche à concevoir en fait une solution qui soit un peu tout en un et qui permette de se passer complètement du téléphone, c'est-à-dire que le téléphone reste dans sa poche, par exemple, et on n'a qu'un casque audio en fait qui permet de donner les indications de direction de manière musicale avec du son spatialisé, comme le mentionnait Sylvain. Alors c'est un choix qu'on a pris délibérément vu l'historique, on va dire, c'est-à-dire qu'une interface qui est basée sur du son spatialisé. Mais il existe d'autres types d'interfaces qui permettent de donner des informations aux personnes qui les utilisent, les utilisateurs et les utilisatrices. Mais on s'est aperçu, et peut-être que Sylvain peut faire un petit tour d'horizon sur les différents types d'interfaces, qui sont peut-être pas si faciles que le son à appréhender et à apprivoiser, on va dire. Je pense aussi aux données chaudes dans le repérage des obstacles qui peuvent sécuriser aussi une personne dans sa déambulation. Oui. Mais c'est vrai que oui, tu évoquais le coût, la complexité, la charge cognitive aussi en formation, d'appropriation de ces solutions. Et il y a quelques solutions qui étaient basées sur plutôt des choses au niveau des poignets, au niveau des. Enfin, est-ce que c'est des choses qu'on a regardées, qu'on a vues, qui existaient, mais peut-être que tu as eu des retours d'informations qui étaient un petit peu différents de l'appréhension du son. Oui, alors en fait, il y a un peu 2 types de dispositifs d'assistance pour les personnes déficientes visuelles. C'est les systèmes tout simples qui vont essayer de répondre à une problématique, et des systèmes très complexes qui vont essayer de répondre à tous les problèmes des déficients visuels. Alors, dans les solutions toutes simples, il y a par exemple une canne blanche instrumentée qui émet des vibrations quand elle rencontre un objet à distance, qui a été développé tout proche d'ici dans le laboratoire Aimé Cotton à l'université Paris-Saclay, et qui est un dispositif qui est adopté très largement et qui fonctionne très très bien. Et alors à côté, il y a des systèmes qui essaient de donner des informations très précises sur tout l'environnement, essayer de trouver des objets. Et ça, c'est un peu plus, c'est forcément beaucoup plus compliqué d'essayer de répondre à toutes les questions en même temps. Ça pose beaucoup de questions d'ergonomie, de la façon de donner l'information, de sélectionner l'information. Et donc nous, on essaie d'avoir l'approche la plus parcimonieuse possible en donnant uniquement l'information qui est pertinente.
Et c'est aussi pour ça qu'on s'est focalisé sur la navigation, donc donner l'information sur le chemin à suivre. Et dans un premier temps, on ne s'est pas intéressé à l'évitement d'obstacles qui, comme l'a expliqué François tout à l'heure, est un problème qui est complètement différent en fait, et qui est résolu par ce système par la canne blanche, par le chien d'assistance ou par voilà, des dispositifs qui sont relativement rudimentaires. Enfin, je dis ça, c'est pas du tout péjoratif parce que c'est extrêmement efficace avec des systèmes qui sont très spécialisés. Alors pour ce qui est des modalités de transmission de l'information, effectivement, il y a vraiment deux familles. C'est soit le son, soit le système de vibration, le système vibrotactile. L'aptique aussi. Voilà, l'aptique. Et donc nous, on a fait le choix d'utiliser le son parce que c'était le sujet sur lequel on travaillait à l'école polytechnique. D'autres ont fait le choix de la vibration. Et ce sont des systèmes qui sont complémentaires puisqu'ils utilisent des canaux différents. Et d'ailleurs, on travaille sur un projet de recherche qui cherche à coupler les deux modalités pour donner l'information. Et on se rend compte que c'est une piste qui est très intéressante en fait, en termes de recherche, d'utiliser plusieurs modalités différentes, soit pour donner de la redondance à l'information et donc réduire la charge cognitive pour la perception de l'information ou pour éviter les questions d'inattention, soit pour donner des informations différentes. On pourrait imaginer de donner des informations sur les obstacles avec de la vibration ou même sur la position des obstacles. On a des collègues qui travaillent avec une ceinture qui permet soit de guider, soit de donner une information d'orientation. Et c'est tout à fait complémentaire de ce qu'on fait. Alors, par contre, ce qu'on a observé justement en termes d'interface, c'est la vitesse d'appropriation de l'interface avec le son spatialisé. Et ça nous a surpris vraiment à chaque fois. On faisait nos essais sur une piste d'un stade en ovale classique. Et en fait, qu'est-ce qu'on a réalisé? C'est qu'en quelques dizaines de secondes, allez, 1 à 2 minutes maximum, en fait, la personne aveugle, complètement aveugle pour le coup, là, qui voyait vraiment rien du tout, avait entièrement confiance dans la technologie et dès la fin du virage, commençait à courir avec seulement cet appareil-là. Et ça, c'est très surprenant parce que les autres interfaces, d'après leur témoignage, demandaient beaucoup plus d'entraînement et beaucoup plus l'apprivoiser, tout simplement. Ce qui n'était pas du tout le cas avec le son, parce que, comme le disait Sylvain, en fait, ils font ça depuis qu'ils sont nés, pour les personnes qui sont nées de cette façon-là. Et donc, c'est tout à fait naturel. Et l'appréhension se fait vraiment très, très vite. Vous semblez ne pas avoir justement sous-estimé un peu les freins qu'on peut rencontrer dans la conception de ce type de techno. Vous avez travaillé avec des personnes en situation de handicap, vous avez travaillé avec des associations. Comment vous avez développé le processus de conception de la solution? Alors, ça a commencé déjà, la thèse de Sylvain, en fait, s'est passée avec une association et effectivement, donc un déficient visuel, enfin même quelqu'un qui était aveugle, en fait, et qui a pu, grâce à Sylvain, faire du roller, en fait, dans un gymnase en autonomie totale. Donc ça, c'était le sujet de la thèse. Après, donc c'est un peu, disons, on est arrivé un peu dans ce domaine-là de manière expérimentale, disons, fort de cette expérience-là, et en voyant le retour extrêmement positif en fait de la personne, on s'est dit mais il faut essayer de travailler à généraliser ça, quoi. Donc peut-être standardiser, peut-être rendre le dispositif plus léger, peut-être le rendre moins cher, etc. Et pouvoir le fournir à tout le monde. Et donc par la suite, effectivement, on a fait courir des gens sur des pistes, on a fait, donc il y a plein de, enfin quand je dis des gens, c'est effectivement des personnes déficientes visuelles, voire des aveugles complets. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Oui, donc on a fait ce genre de choses, donc en particulier, Sylvain mentionnait le laboratoire Aimé Coton, donc au laboratoire Aimé Coton, il y a un collègue à nous, qui est aveugle en fait et qui travaille avec nous. Et donc il nous permet disons de corriger un peu les élucubrations qu'on peut avoir de temps en temps. Mais surtout, voilà, le point crucial, c'est que il y a beaucoup, effectivement, l'acceptation est très très forte de ce genre de système parce que c'est simple en fait, voilà, c'est très très simple. Donc ça fait pas peut-être tout ce que une personne voudrait, mais
mais ce que ça le fait plutôt bien et c'est très très facile à accepter, quoi. Donc ça, c'est une chose qui, moi, m'a étonné au début et puis maintenant m'enthousiasme, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est l'accueil, en fait, par ces personnes-là. Donc c'est elles qui nous poussent, en fait, à dire, mais oui, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que je peux l'acheter, quand est-ce que je peux l'avoir, etc. Et donc, on est toujours en train de réfléchir à savoir comment passer du prototype au produit. Et donc, on est en train d'essayer d'utiliser Audiodimension pour passer au produit, effectivement, et pouvoir proposer un produit qui soit à des prix très raisonnables, en fait, qui permettent de répondre à cette question. C'est qu'avec une technologie standard, on a une précision qui est du niveau du mètre. Et c'est très important. On le voit d'ailleurs sur la première partie. Sur la deuxième partie, on voit une personne qui est totalement aveugle et on voit bien que en fait, cette précision lui permet de rester dans sa piste sur le stade. Ça, c'est important. Cette personne-là est complètement aveugle, en fait. Donc cette solution, elle a comme champ d'application la pratique sportive. Oui, peut-être on peut parler un peu de ça, mais cette solution, elle est née de vouloir offrir de la pratique sportive, en fait, à des personnes en situation de handicap visuel. Donc elle est née comme ça, en fait. Donc elle est partie de ce principe-là. Donc c'est à la fois très encourageant, entre guillemets, et je veux dire, il y a un challenge qui est assez énorme parce que arriver à faire courir quelqu'un en autonomie qu'il n'a jamais fait, c'est pas du tout facile. Donc il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent pour aider les personnes en situation de handicap visuel pour courir. En général, il y a un guide qui est à côté, qui tient peut-être la main ou une corde, qui tient la personne avec une corde. Et qui lui permet en fait effectivement de courir. On court en duo, il y a plein d'associations qui font ça. Moi je fais partie d'une association qui s'appelle Courir en duo et qui permet de faire son jogging le samedi matin en bonne compagnie. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. En fait, il y a une autre association qui s'appelle A2 c'est mieux, qui a été créée par un ami à nous qu'on a rencontré plein de fois, qui a d'ailleurs aussi testé le dispositif, qui est déficient visuel lui-même, en fait, qui s'appelle Ludovic Petit-Demange. Il y en a plusieurs autres. En fait, il y a pas mal de choses qui sont en place. En fait, souvent des initiatives personnelles ou associatives pour proposer en fait aux personnes en handicap visuel de pratiquer le sport. En fait, je pense notamment au ski, par exemple au ski. J'ai des amis, voilà, là en ce moment qui sont en train de skier là, et ils ont un guide en fait qui est devant eux et qui est à peu près une dizaine de mètres devant eux, et au son de sa voix, de la voix du guide, en fait, ils se guident en suivant le guide qui est devant eux. Et là, la solution permet de se repérer également en outdoor, enfin, je veux dire, sans infrastructure. On peut être en nature. Oui, donc nous, ce qu'on propose, voilà, typiquement, donc nous, ce qu'on voudrait proposer, effectivement, c'est quelque chose qui donne une indication de direction en fonction de l'endroit où on est. C'est-à-dire, sachant là où on est, on veut savoir là où on doit aller, et donc ça doit donner la direction où il faut aller. Cette solution, pour l'instant, effectivement, elle marche qu'en outdoor, parce que pour se localiser, on utilise le GPS tout simplement, en fait. Donc il y a besoin de savoir où on est grâce au GPS et avoir un parcours prédéfini qui peut être n'importe quoi, donc typiquement une piste de stade ou un trajet pour se rendre chez le boulanger. Ça marche très très bien aussi. Et en fonction de ces deux choses-là, en fait, on détermine la direction qu'il faut suivre et on va placer le son assez naturellement dans la direction qu'il faut suivre. Et ce son va être modifié en temps réel en fonction des virages qu'il faut prendre et même de l'orientation de la tête de l'auditeur. C'est-à-dire que l'auditeur qui tourne sa tête va brutalement entendre le son plus d'un côté que de l'autre, de manière à ce qu'il soit vraiment fixe. Le son est fixe dans la direction où il doit aller, en fait. Voilà. Donc on a ces capteurs qui vont jouer sur l'intensité et la musicalité. Alors voilà, donc en quelque sorte, il y aura des capteurs de position de tête, on appelle ça un head tracker. En fait, c'est une centrale inertielle qui est posée sur la tête, donc c'est en général inclus dans les casques ou dans les écouteurs. Et nous, on utilise des algorithmes en fait pour modifier en temps réel le signal audio, en fait, pour que effectivement, on compense les effets de mouvement de tête pour donner l'illusion que la source est toujours au même endroit. C'est exactement pour les gens qui ont des lunettes de réalité virtuelle, c'est exactement la même chose. Ils voient en fait dans leurs lunettes, en fait, ils voient une image. En fait, deux images, une pour chaque œil, qui va changer quand ils tournent la tête. Et donc, c'est exactement la même chose que ça. C'est-à-dire que nous, on doit modifier le son en temps réel en fonction des personnes qui tournent la tête.
Et ça, c'est fait de manière automatique maintenant sur des matériels relativement standards. Voilà, et tout est là. En fait, c'est très important. Tout ce qu'on a mis en œuvre d'un point de vue standardisation, c'est possible aujourd'hui, on va dire depuis 4-5 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les GPS sont suffisamment précis. 1 à 3 mètres, c'est des choses qu'on rencontre couramment. Je veux dire. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ils n'étaient pas du tout avec ce niveau de précision et cette consommation, notamment de batterie. Les capteurs de mouvement de tête intégrés dans les casques sont tout récents aussi. Je veux dire, il y a quelques années, les seuls à proposer ça dans les écouteurs Bluetooth, par exemple, c'était Apple. Maintenant, tous le font. Pourquoi? Parce qu'on a pris, nous, le pari, il y a un petit moment, de se dire, bah, le premier modèle qui est sorti sur le marché, en fait, tous vont les copier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle la standardisation. Et c'est là-dessus que je se base pour pouvoir proposer quelque chose qui est à un prix accessible, qu'on peut acheter n'importe où, dans n'importe quel magasin, et qui peut intégrer une technologie qui, à l'origine, n'a pas été faite pour ça. Je veux dire, les capteurs de mouvement de tête n'ont pas été faits pour intégrer nos technologies, c'est le contraire. Nous, on utilise ces matériels standards pour apporter notre technologie dans tous les domaines d'activité qu'on vient de voir. Alors justement, transformer une innovation scientifique en un produit utilisable implique quand même des choix stratégiques forts, Oui. Design, modèle économique, partenaire. Oui. Comment est-ce que vous adressez votre produit à votre marché? Alors en fait, il y a plusieurs marchés. Nous, on s'intègre, puisqu'on veut être standardisé au maximum, on s'adresse en fait à deux marchés. Au marché des applications de navigation, qui elles-mêmes ont 9 fois sur 10 une trajectoire à proposer, dans quelques domaines que ce soit, non seulement sur les personnes déficientes visuelles, mais dans la vie de tout un chacun, enfin n'importe qui. Vous avez des applications dans le domaine de la vie quotidienne, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du sport. À chaque fois, vous proposez une trajectoire. Donc on s'adresse à ces éditeurs-là. On s'adresse aussi, d'un autre côté, aux fabricants d'écouteurs Bluetooth. Donc c'est deux marchés que notre technologie relie l'un à l'autre, en fait. Et on a annoncé au début du mois de janvier notre propre casque à conduction osseuse qui va sortir à la fin de l'année, qui va intégrer aussi cette technologie-là avec un capteur de mouvement de tête, ce qui n'existe pas pour l'instant dans le domaine des casques à conduction osseuse, et avec notre technologie de guidage intégrée aussi. Et on va proposer ça pour la première fois parce qu'on l'a cherché depuis 2 ans, comment intégrer ce matériel-là qui n'existait pas. Donc au bout d'un moment, on va se dire, comme ça va être utile à tout le monde, notamment les personnes qui font du sport et les personnes qui sont déficientes visuellement, eh bien, on a décidé, depuis récemment, de le proposer sur le marché. Donc c'est une exclue. Pas tout à fait, parce qu'on l'a annoncé au CES. On en a parlé au CES. On n'était pas là-bas. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être que oui, mais nous, on n'était pas là-bas. C'est un salon qui se passe au début de l'année. C'est le plus gros salon technologique au monde. Il se passe à Las Vegas et ça a été annoncé à ce moment-là, au début du mois de janvier 2026. D'accord, très bien. Peut-être on peut compléter un peu ce qu'a dit Philippe, parce que la question était vraiment intéressante. Comment on passe d'un projet de recherche à un produit? Eh ben, c'est difficile, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Nous, on a fait pas mal d'allers-retours, on a eu des circonvolutions, on s'est dit, on fait un produit, on ne fait pas de produit, on fait du logiciel, on fait du matériel, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça a pris beaucoup de temps, en fait. Et jusqu'à ce qu'on réalise, en fait, effectivement, que si on voulait s'adresser à la fois aux personnes déficientes visuelles, aux sportifs, à tout un chacun, etc., eh ben, le casque à conduction osseuse était idéal. Parce que, en particulier, les personnes déficientes visuelles refusent de mettre des casques qui bouchent les oreilles. Et ça se comprend très très bien parce que elles utilisent leurs oreilles en fait pour voir, entre guillemets. Se couper du monde. Et donc le casque à conduction osseuse est très important. Et aujourd'hui, il n'y a pas de casque à conduction osseuse muni de centrale inertielle. Donc, que faut-il faire? Il faut en faire un. Donc on propose le nôtre, effectivement. On va fabriquer le premier casque comme ça. Et il s'adressera très naturellement aussi aux sportifs, par exemple les joggers qui veulent faire des trajets dehors, etc. Normaux voyants, en fait, utilisent tous des casques à conduction osseuse pour leur permettre d'entendre, en fait, notamment les voitures. Mais il va s'adresser aussi à toute personne en fait, qui souhaite se promener dans la rue ou trouver son chemin en écoutant sa musique. En fait. Et donc c'est vraiment un produit qui, à mon avis, peut avoir un marché assez conséquent. Quoi. Alors, j'ai une question, mais en 2 parties. On se pose la question du coût.
alors là, l'acquisition, mais pour moi, hein, c'est pas Mm. le même sens pour un entrepreneur, mais l'innovation inclusive, elle ne dépend pas que de sa technologie, elle est aussi façonnée par les politiques publiques, par une culture de l'investissement aussi pour faire grandir et développer ces solutions-là, mais pour des fois se faire financer, hein, on le voit dans le monde du travail quand on aménage des postes, quand on participe aussi à des trajets domicile-travail, etc. Est-ce qu'aussi vous avez l'ambition que pourquoi pas ça devienne, alors pas un dispositif médical évidemment, mais je veux dire une solution qui puisse faire partie aussi d'un écosystème peut-être plus large et que pourquoi pas travailler avec des centres de santé, de rééducation pour l'aide à la motivation aussi, je pense pour des personnes qui ont été cérébro-lésées ou après un accident. Enfin, voilà, est-ce que vous avez aussi une ambition d'aller vers le secteur peut-être Alors, c'est pas donc une ambition, oui, enfin un intérêt, ça c'est sûr. Ou est-ce qu'on vous a partagé peut-être cet intérêt-là? Oui, mais c'est pas, disons, le parti qu'on a pris. En fait, le parti qu'on Ouais. a pris, c'est plutôt de dire, on va faire une solution qui s'adressera à tout le monde et en particulier aux personnes déficientes visuelles. Mais en fait, ça sera la même solution. Donc vous l'adressez de façon universelle. On l'adresse de manière universelle et donc Et ça, on elle le est diffusera accessible beaucoup à plus tous. large et elle est accessible Donc Voilà. à c'est dans la tous. conception C'est dans la conception, universelle. exactement. En fait, ça a été très structurant, je veux dire, pour pouvoir intégrer ces technologies de façon standard, que ça marche sur Android, ça marche sur iOS de chez Apple. Forcément, c'est très structurant pour qu'on puisse intégrer tout ça. Et c'est notre parti pris, c'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est un énorme intérêt d'aller dans les cas d'usage que vous citiez, mais nous, notre parti pris, c'est de réduire les coûts de telle manière que ça puisse être accessible à tout le monde, et y compris ces organismes ou ces porteurs, sans avoir nécessité d'avoir justement des gros dossiers de financement à faire, parce que c'est un matériel qui est très cher. Oui, donc éviter la niche et plutôt au Voilà. contraire en faire Exactement. un produit. Et on voit bien d'ailleurs des personnes déficientes visuelles, elles achètent des casques Bien Bluetooth sûr. qui valent 200 €. Je veux dire, et des casques à conduction osseuse, c'est cette sorte de C'est ce grandeur-là qui aussi. déstigmatise de toute façon le plus. Oui, et Absolument, en plus, comme ça sert à tout le monde, en termes de présentation de l'inclusion, c'est l'idéal. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde peuvent l'utiliser, personne qui est déficiente visuelle utilise le même matériel, c'est la meilleure preuve de l'inclusion. Le CES est souvent perçu comme une vitrine du futur et aussi nous donne un peu un baromètre comme ça des tendances lourdes de l'innovation, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais est-ce que vous, justement, vous avez pu comme ça identifier, pour nous donner des éléments un peu de prospective, des solutions de demain, quelques... Alors depuis quelques années, au niveau du CES et même aussi au niveau local, au niveau France, on s'aperçoit que les appels à projets et l'innovation orientent clairement les choses pour qu'on puisse apporter des solutions techniques sur le handicap. Soyons clairs, ça c'est ce qu'on a observé depuis pas mal d'années. En France, mais au CES aussi. Et là, aujourd'hui, au CES, depuis l'an dernier, surtout, on s'est aperçu que l'intelligence artificielle est vraiment partout, et aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on est dans le domaine du handicap que l'IA ne va pas s'appliquer. On s'aperçoit qu'effectivement, ça apporte pas mal d'avantages, et les applications sont très très larges. En tout cas, c'est ce qu'on a observé, et cette année, c'est encore plus criant que l'an dernier. L'an dernier, déjà, ça avait vraiment commencé, mais alors cette année, effectivement, on le voit. Et oui, et d'ailleurs, c'est même un avantage à mettre en avant. C'est-à-dire que l'IA va servir pas seulement pour la vie de tous les jours, mais elle sert aussi pour le handicap. Et on l'a vu sur différents produits. Est-ce que tu aurais quelques exemples? Je ne les ai pas en tête, mais j'ai vu des démonstrations, je veux dire, sur des reconnaissances d'objets, reconnaissance d'environnement, quand il y a une vision périphérique, on va dire, eh bien, là, il y a un danger qu'on peut signaler parce qu'il va arriver, parce qu'il y a une détection qui a été faite par IA, qui n'était pas forcément faite de la même façon précédemment. Oui, on pense à Et voilà, ce genre de choses. Et là, c'est plutôt pour la détection d'obstacles, ou parfois aussi pour faire le tri dans beaucoup d'informations, pour aller vers l'information qui peut être pertinente pour la personne à handicap ou sans handicap, mais à handicap particulièrement. Il y a un très bel exemple de ça, en fait, c'est les lunettes connectées aujourd'hui qui sont munies de caméras qui sont capables de décrire des scènes, en fait. Donc de décrire typiquement la scène qu'on voit, une image, ou de trouver un numéro dans une rue, de trouver où est la poignée de la porte, où est, je sais pas, le bouton, la sonnette, n'importe quoi. Donc c'est capable de décrire la scène qu'on a devant soi.
Et par contre, c'est pas encore capable, pas encore, mais ça risque de l'être à mon avis assez rapidement, de chercher un objet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire Où sont mes j'ai perdu clés? mes clés, où Mm. sont-elles? Et je balaye comme ça et elles À sont moins là. qu'il y ait une Voilà. balise équipée sur Alors les voilà, clés donc ou sauf, bon, sauf s'il y a une voilà. balise, mais effectivement, si Ouais. on cherche un objet précis, je Ouais. cherche mon manteau, en fait, les lunettes sont capables de dire, ah ben là il y a des livres, là il y a une fenêtre, là il y a une télé, etc. Ah, là il y a un manteau. Et c'est vrai que les lunettes connectées, c'est encore quelque chose de standardisé maintenant que, et qui est très visible sans être visible. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes aveugles ont des lunettes, n'importe qui peut avoir des lunettes. Et là, encore une fois, c'est c'est un objet qui permet d'être encore plus inclusif, peut-être encore que les écouteurs, puisque tout le monde en a. Et finalement, on a peut-être du mal à savoir si la personne est vraiment aveugle ou pas en les utilisant. Et ça, pour les personnes aveugles elles-mêmes, elles sont très contentes de finalement se fondre dans la masse, Et où on on va les dire. trouve alors ces lunettes connectées? Ah, vous en avez plein maintenant qu'on peut trouver. Les plus connues, c'est celles qui sont vendues aux alentours de 200 ou 300. Mais maintenant, on s'aperçoit que même au niveau de l'Asie, des produits commencent à avoir des performances assez voisines. C'est les fabricants de téléphones ou des gens qui sont dans le domaine des réseaux sociaux qui proposent différentes solutions à des prix tout à fait accessibles. Je veux dire, de l'ordre de grandeur de lunettes que j'ai sur le nez. par Donc pour exemple. ceux qui nous écoutent, ils s'adressent à un opticien, ils s'adressent à qui? Alors, Ils vont à justement, la FNAC. Voilà. Voilà. ils vont à la FNAC, les opticiens, oui, Il y a pas de effectivement. pub. Par Non, exemple, le leader mondial de l'optique les propose dans toutes ses boutiques dans le monde entier. Donc, ça Il en a fait été plus prudent, il a dit le leader. Oui. Et donc, on peut les trouver dans des dizaines de milliers de boutiques de par le monde. Peut-être des centaines de milliers de boutiques Ok. maintenant. Mais il y a peut-être un point qu'on peut souligner Oui. me paraît important, c'est que en fait, les personnes handicapées en général, en fait, ne sont pas du tout uniformes. En fait, c'est-à-dire que il y a, comme tout le monde, en fait, les gens ont des goûts, des passions, des choix différents, et donc la solution est très probablement pas unique, en fait. Que effectivement, on peut proposer des solutions audio, des solutions tactiles, peut-être des solutions avec des caméras, peut-être d'autres solutions encore auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, mais que les gens concernés, en fait, suivant leur goût, leurs intérêts ou leurs moyens financiers peut-être, choisiront telle ou telle solution et s'adapteront à celle-là. Oui, quoi. c'est la Et, capacité à être représenté et à choisir. En fait, comme vous avez des Oui. personnes enfin, j'ai un ami, moi, il me dit, j'utilise, enfin, pendant très longtemps, je n'utilisais pas mon téléphone. J'avais pas envie de dépendre. Oui. Et On peut voilà. mentionner juste un point en fait dans ce projet de recherche qu'on a Oui. où on cherche à guider les gens à la fois avec de l'audio et puis une ceinture tactile. En fait, on a demandé en fait aux personnes qui ont essayé le dispositif qu'est-ce qu'ils préféraient finalement. Et ça se répartit de manière assez magique en fait. Un tiers des gens préfèrent l'audio, un tiers préfère le tactile, un tiers préfère les deux à la fois. Quoi. Donc comment faire? Il faut proposer du tactile et de l'audio à la fois. Quoi. Je veux dire, il faut à un moment effectivement qu'il y ait plein de solutions et qu'il y ait une foultitude de possibilités pour que les gens choisissent en fonction de leur goût quoi, et de leur intérêt. Et pour revenir au CES, on avait échangé justement ensemble sur l'intérêt des investisseurs et un peu les clés comme ça de confiance. Pardon, hein, Sylvain. Oui. Mais voilà, les clés de confiance que vous pouvez ressentir côté investisseur pour vous accompagner plus loin que la phase de conception, celle de l'avant-distribution ou en tout cas vous faire accélérer. Est-ce que vous l'avez senti au CES? Alors, c'est vrai qu'au CES, on a rencontré plusieurs personnes qui sont venues sur notre stand. Et oui, bien sûr, on a vu. Parfois, elles étaient au même moment, c'est-à-dire qu'on avait parfois des associations justement de personnes porteuses de handicap et un investisseur qui était juste en même temps. Je veux dire, et c'était intéressant de voir que justement, du fait, on va dire, de l'organisation de la société américaine, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui viennent des États-Unis, sont organisés sous forme de fondations privées, qui sont très mises en avant justement pour investir dans ce genre de projet. Oui, elles sont très sensibles à ça. Je pense qu'il doit y avoir des avantages aussi pour que les personnes, enfin ces fondations puissent investir aussi dans des domaines tels que ceux-ci. En France, on l'a un peu moins rencontré parce que peut-être que le paysage est différent. Mais c'est vrai qu'au CES, tous les jours, on avait plusieurs personnes qui venaient nous voir dans ce domaine-là, en particulier pour aider en fait et apporter
une sorte de, comment je pourrais expliquer ça, l'amélioration de la société au sens large, quoi, je veux dire, une sorte de bienfaiteur, on va dire. C'était assez étonnant de voir ça, qu'on rencontre très peu en France. Je veux dire, oui, je suis là pour aider mon prochain, en fait. Ouais. Et c'était assez étonnant. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, là, cette année, effectivement. Et est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires financiers? Oui, oui, effectivement, c'est le cas. On est à la recherche de partenaires financiers pour aider au développement marketing et commercial, pour la mise sur le marché et l'industrialisation, ce qu'on a cité tout à l'heure, notamment du produit et de la technologie au sens large. Tout ça en parallèle d'appels à projets de la BPI qui nous aide bien sur la partie R&D, mais qui laisse le relais du fait de son positionnement pour la partie investissement et mise sur le marché à des investisseurs privés. Là, je vous mets tout le poids sur les épaules, mais pas que vous. C'est vrai qu'on projette souvent aussi dans la technologie le progrès pour les personnes dans leur vie de tous les jours, mais souvent c'est des petits détails du quotidien qui sont ce petit gravier dans la chaussure, quoi. Donc, quelles ambitions vous avez pour demain? Est-ce que vous souhaitez résoudre d'autres difficultés, ou au contraire, vous souhaitez justement rester aussi dans cette posture de standardisation, d'activité universelle, à partir d'objets qu'on utilise nous tous les jours, équiper un stylo, je ne sais pas, mais voilà, Alors, est-ce que vous avez d'autres ambitions? on a observé autour de nous, mais je pense que tout à chacun peut l'observer, depuis, on va dire, 10-15 ans, les écrans prennent énormément de place dans notre vie. Et comment on peut arriver à un peu s'en affranchir dans différents domaines. Et c'est un peu notre credo dans ce domaine-là. C'est-à-dire que avoir, par exemple, ne serait-ce que pour la navigation, il y aura peut-être d'autres choses qui viendront plus tard, on est en train d'y réfléchir, mais ne serait-ce que pour la navigation, avoir les yeux rivés sur son écran, alors que c'est simplement la navigation qu'on peut pratiquer autrement. Je veux dire, c'est un peu notre credo en se disant, peut-être qu'un jour, pour la navigation, on n'aura plus à utiliser cet écran pour plein de raisons, je veux dire. Et l'exemple le plus criant, c'est quand on doit faire de la navigation indoor, qui un jour ou l'autre va arriver quand les technologies standards seront là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est le cas dehors mais pas dedans. Et là, pour le coup, c'est criant. C'est-à-dire qu'en fait, là, à tel point, les premières expérimentations le montrent, que la navigation indoor, c'est pas tous les 20-30 mètres qu'on regarde son écran, mais c'est presque tous les 5-10 mètres, parce qu'il ne faut pas louper un couloir, pas louper un escalier ou un ascenseur. Et à tel point que les expérimentations montrent que les gens ne peuvent même pas se parler entre eux s'ils sont obligés de faire l'expérimentation parce qu'ils sont les yeux rivés sur l'écran. Donc ça, c'est un problème. Et pas seulement pour la navigation, mais si on apporte notre brique déjà dans ce domaine-là, c'est déjà pas mal. En tout cas, on aura apporté notre brique sur cette focalisation des écrans qu'il faut essayer d'atténuer. Oui, en tout cas, c'est des enjeux de santé publique sur lesquels on essaie de nous prévenir depuis longtemps, et de se dire comment on peut travailler, nous, et détourner un peu... Et là, on va largement au-delà des déficients visuels. Oui, oui. Mais du coup, ça fait une autre thèse pour 2020, alors. Il en a déjà une, donc il pourra encadrer. Il trouvera quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu la vision qu'on a, mais peut-être que vous avez à rajouter, François et Sylvain. Oui, donc effectivement, il y a... ces écrans sont omniprésents partout, on les utilise tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a plein de moments où on n'en aurait juste pas besoin. Enfin, je dirais, on peut citer tous les assistants vocaux, par exemple, qui permettent de passer de la musique. Pour passer de la musique, on n'a pas besoin d'un écran pour, je sais pas, taper le morceau qu'on veut avoir. On peut juste parler à son téléphone ou parler à ses écouteurs et lui dire, tiens, j'ai envie d'écouter Supertramp, et voilà. Est-ce que tu peux mettre Breakfast in America? Voilà. Et ça, c'est un exemple qui marche aujourd'hui, qui est connu et qui fonctionne. Supertramp? Super, ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Mais voilà, il y a plein d'applications. Enfin, quand on doit envoyer un message à quelqu'un, on peut le faire de manière audio. Quand on doit, il y a plein d'utilisations du téléphone, à mon avis, qui sont exagérées aujourd'hui. On n'a pas besoin de regarder un écran pour envoyer un SMS. En fait, c'est pas vrai. Donc est-ce qu'on peut envisager un mode d'utilisation de la communication, des moyens de communication aujourd'hui, qui se passe de l'écran, en fait, qui se passe de la manipulation du téléphone? Est-ce qu'on peut être plus attentif à ce qui se passe autour de nous et moins à ce qui se passe sur le petit carré qui est devant nous? Voilà. Et les lunettes connectées, certaines catégories de lunettes connectées, parce que ce n'est pas forcément toutes, vont dans ce sens-là. Celles, par exemple, qui ne sont pas munies d'écran.
Il y en a certaines qui sont munies d'écrans intégrés dans les verres, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc, Comme les sous-titres même au cinéma. par exemple. Ouais. Par exemple, effectivement. Très bien. On dit souvent que les collaborations, c'est le point de bascule entre l'expérimentation et la généralisation d'un produit. Est-ce que vous rêvez de travailler est-ce que vous avez des collaborations comme ça en tête? Alors, ou alors, est-ce que vous voulez nous reparler de celles qui arrivent bientôt aussi? Non, on peut parler quand même de... Sylvain peut en parler parce que c'est lui qui est aussi à l'origine du projet, mais on a un projet de planétarium, en fait, qui est en cours, et qui est uniquement sonore, un planétarium sonore qui est à destination, en fait, dont le but, c'est l'apprentissage de l'astronomie pour les personnes à déficience visuelle, en fait. Et comment on fait pour essayer de faire comprendre l'univers qui nous entoure à une personne qui ne peut pas voir les étoiles. Voilà. Si, c'est magique. On l'avait évoqué une fois ensemble. C'est magique, ouais. Donc là, en termes de partenariat Donc là, il y a une grosse collaboration avec un observatoire, en fait, et une association qui s'appelle Ciel d'Occitanie. Et donc, eux, en fait, ils ont fabriqué un observatoire à Guzet, dans les Pyrénées, et ils équipent leur observatoire, en fait, de moyens, justement, à destination des personnes handicapées, à tout type de handicap, d'ailleurs, au passage. Mais en particulier, donc nous, on a une grosse réflexion en ce moment pour essayer de réfléchir à la façon d'apprendre l'astronomie à une personne qui n'est pas dotée de la vue ou mal dotée de la vue. Apprendre et appréhender, mais peut-être que tu peux en dire un petit peu plus, puisque tu es quand même beaucoup plus sur le projet que nous. Oui, en fait, on connaît il y a des personnes déficientes visuelles qui s'intéressent à l'astronomie, qui s'intéressent au ciel, qui sont curieux de savoir ce que les voyants peuvent voir quand ils regardent le ciel, et qui s'intéressent aussi aux sciences, évidemment. Et ça, c'est un domaine qui aujourd'hui, leur est très peu accessible, effectivement. Et cette association Ciel d'Occitanie a été pionnière pour la découverte du ciel pour les personnes déficientes visuelles. Ça peut passer par des systèmes tactiles, des représentations du ciel qui peuvent être en relief. Et donc, ils nous ont parlé de leur démarche. Et effectivement, on les aide, vraiment, on construit avec ces équipes d'astronomes amateurs et professionnels, avec les déficients visuels qui font partie de cette association. On construit un système où on va être guidé dans le ciel pour trouver les différents objets célestes, où on va décrire le ciel de façon vocalisée ou avec des musiques. Il y a toute une réflexion sur l'interface, sur la façon de donner, encore une fois, une information pertinente pour découvrir le ciel, donner cette culture, transmettre cette culture. Et toujours, ce qui est très intéressant dans cette association, c'est que c'est toujours personnes bienvoyantes et personnes déficientes visuelles qui sont ensemble, qui vont observer le ciel, découvrir le ciel ensemble. Et ça, c'est toujours une approche qui est très, très enrichissante. Oui, et ça évite effectivement, je repense, je fais le lien avec l'activité bâtimentaire, lorsque dans une salle, un auditorium, on peut être en fauteuil et avoir son accompagnant avec soi, et pas avoir une personne qu'on ne connaît pas qui est aussi en fauteuil, mais voilà, donc c'est cette inclusion en fait. Très bien, c'est un très beau projet. On peut le suivre de quelle façon? Unisson. Ça s'appelle Unisson, le projet, oui, effectivement. Et il y a un site internet Bientôt. Il faut aller voir le site de Ciel d'Occitanie, en fait, ils en parlent pour l'instant. Le Ciel d'Occitanie. Oui, Ciel d'Occitanie, oui. Très bien. Mais il y a plein de projets, en fait, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. On a rencontré énormément de personnes, en fait, qui ont des initiatives personnelles. On a rencontré des personnes non-voyantes, en fait, qui veulent faire du quad. On a rencontré des personnes malvoyantes qui font de l'avion. On a rencontré qui pilotent des avions. Enfin, c'est absolument extraordinaire, quoi. Donc il y a, à mon avis, rien n'est impossible. En fait, tout est... la seule limite, c'est l'imagination, quoi. Donc, les projets, il y en a. Ok. Il faut juste qu'on ait des personnes investies, engagées pour faire progresser aussi les cas d'usage.
Peut-être quel conseil vous pourriez donner, vous, demain, à des jeunes entrepreneurs? Alors jeunes, je ne fais pas référence à l'âge, puisqu'on peut créer à 60 ans, à 50 ans, à 18 ans, même ado. Voilà, quel conseil là-dessus? Et puis peut-être sur ce travail aussi entre associés. C'est pas évident, beaucoup hésitent des fois à s'associer. Je laisserai sur la partie associée comment ils ont découvert cette partie-là à François et Sylvain, que moi je connaissais un petit peu avant. Moi, sur la partie Deep Tech, si j'ai un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, ce que je n'arrête pas de dire à différents incubateurs où je passe, quand vous êtes dans le domaine de la Deep Tech, la première priorité, c'est de déposer un brevet. Parce que si vous ne déposez pas de brevet, vous ne pouvez parler à personne. Parce qu'évidemment, il se peut très bien que votre idée soit reprise, brevet déposé, qui vous interdise, vous, qui avez eu initialement l'idée, de continuer à travailler. Donc d'abord déposer un brevet et après commencer à discuter à droite à gauche. Et surtout ne pas avoir peur d'ailleurs d'en parler. Bien sûr, Voilà. mais d'abord faire ouais. ça. C'est très important. Très bien. Merci Philippe. Moi, je peux juste parler de mon expérience. En fait, donc moi, j'ai eu une carrière universitaire en fait qui n'a jamais été tournée vers l'entrepreneuriat. C'est la première fois qu'en créant effectivement donc Runblind d'abord, puis Audio Dimension derrière, que effectivement je me frottais à cette question de l'entrepreneuriat. Donc, mais j'ai continué quand même mon métier de professeur à côté. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de ne pas avoir deux métiers à la fois. C'est vraiment difficile. Mais pour le coup, c'est un autre métier, c'est autre chose, c'est très enrichissant, c'est d'autres problématiques, en fait, pas du tout les mêmes. Et là, je trouve qu'arriver à faire rejoindre en fait, les deux univers autour d'un projet commun, en fait, c'est tout à fait enrichissant. Très bien. Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur une thèse et sur une application qui fonctionnait, semble-t-il, et qui intéressait, est-ce que ça allait rester un objet de recherche qui allait rester sur une étagère, probablement oublié au bout de quelques années, ou est-ce qu'on devait continuer à le développer, à lui donner vie et à le rendre accessible? Et donc ça a été ça la motivation en fait pour participer à une aventure entrepreneuriale. Et hélas, il y en a beaucoup qui restent sur les étagères. Oui. Et puis après, il y a l'appropriation aussi du leadership, enfin, du chef d'entreprise. Quand on... Ah oui, alors ça c'est très important. Quand on a le passage du temps long un peu au temps court parfois. Oui, mais il y a aussi autre chose qui est très important, c'est la confiance qu'on a entre les trois. Voilà, donc ça c'est essentiel. Essentiel. Et si cette confiance n'est pas là, ça peut tout casser. Ça c'est déjà vu. Vous connaissiez tous les deux, au départ. Moi je connaissais Philippe en fait. Nous on se connaissait depuis longtemps, depuis l'université. Ouais. Ok, donc vous étiez amis. Oui, donc on se connaît très très bien. Oui. Okay. Mais je ne connaissais pas Sylvain. Maintenant si. Mais c'est très important cet aspect de confiance pour que, parce que là on voit bien qu'il y a deux mondes, le monde du chercheur et le monde de l'entrepreneuriat. Il faut que chacun se fasse confiance l'un à l'autre pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'est essentiel. Messieurs, on arrive au bout de ce deuxième épisode de Clap. J'espère que pour ceux qui nous ont regardés, en tout cas, ça a permis de donner de nouvelles perspectives aussi en termes de qualité de vie et en termes de terrain de recherche également. Peut-être une dernière question. Pour moi, parfois, un des freins les plus tenaces qu'on peut avoir pour faciliter l'activité, c'est celle de sa désirabilité. Comment, d'après vous, on peut rendre justement le sujet, l'enjeu de l'accessibilité plus désirable dans notre société de façon plus large? Disons, les progrès qu'on pourrait faire, c'est mélanger les populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations sont très, très cloisonnées. Donc, les personnes déficientes visuelles, généralement, ou les personnes sourdes, d'ailleurs, c'est encore plus vrai avec les personnes sourdes, sont ensemble et communiquent très, très peu parce qu'il y a des problèmes de communication. Tout le monde ne parle pas la langue des signes, par exemple. Et donc, c'est difficile de communiquer avec des personnes normalement entendantes. Et je pense que le principal frein, c'est d'arriver à ce que les gens se connaissent, en fait, et soient ensemble et
puissent, je sais pas, sortir ensemble, faire du sport ensemble, aller au cinéma ensemble, et voilà, et qu'il y ait enfin, une société normale, quoi, simplement, qui n'y ait pas disons, d'endroits où voilà, il y a des personnes déficientes visuelles, d'autres endroits où il y aurait des personnes sourdes, d'autres endroits où il y aurait des personnes handicapées moteurs, ou je ne sais pas, avoir des personnes en fauteuil roulant, du coup il y a quelque chose à faire de spécial. Non, je veux dire, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens Donc une question se d'attention connaissent, à quoi. l'autre, finalement. Oui, oui, et puis il y a l'occasion de se rencontrer. Donc par exemple, je sais pas, moi je pense que les municipalités devraient faire quelque chose là-dedans. Organiser effectivement, je pensais à des jeux, des compétitions, des choses comme ça entre toute population. Et ben voilà, ça pourrait aider à ce que les gens se connaissent et soient sensibles en fait voilà, à l'autre en fait. Sylvia, tu parles de ça, du coup, pour ceux qui nous regardent, pensez à l'accessibilité, aux interactions et au contenu lors des événements, pour favoriser justement ces échanges-là, puisque, certes, par exemple, on parle du public sourd, qui effectivement, le public signant reste encore mineur par rapport aux personnes qui sont appareillées et qui ont envie de, comme les autres, mais de communiquer et des fois ne pas avoir peur même d'avoir un carnet, un stylo, et on tente quand tant pis, on essaye. Mais c'est un très bon exemple, les municipales. Donc là, tu lances un défi, tu jettes un pavé dans la mare. Okay. Il me semble qu'il y a des élections bientôt. Donc il n'y a rien de plus concret, en tout cas, en termes de Mais je pense que les plus grandes craintes viennent surtout d'une méconnaissance de l'autre, en fait. Voilà. Donc favoriser les rencontres. Favoriser moi je dirais ça, oui. Okay. Et si les outils permettent justement ce genre de choses, on voit de plus en plus d'outils qui permettent des interactions, mais parfois elles sont seulement sur écran, mais qui aussi se raccrochent au niveau de la vie courante, ça c'est quand même l'idéal. Et on pense que justement le son permet ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire s'affranchir de ces écrans et s'ouvrir sur le monde et voir un peu ce qui se passe. Pas forcément pour les personnes déficientes visuellement, mais pouvoir justement en profiter et non pas avoir les yeux rivés sur son écran. Développer d'autres sens et faire en sorte, alors, comment on peut... On peut y arriver parce que les technologies deviennent accessibles et permettent du coup à des gens qui pouvaient être bloqués chez eux. Par exemple, on a appris qu'aller à un rendez-vous pour une personne qui est déficiente visuelle, ne serait-ce qu'aller à un restaurant, il y a toute une préparation d'un parcours à faire qui est très compliqué. Et se donner un rendez-vous comme tout un chacun, on va se retrouver à Montparnasse pour aller à une crêperie par exemple, c'est très compliqué parce que la personne ne connaît pas l'endroit. Si ces technologies permettent justement ces rencontres que vient d'évoquer François, beaucoup plus facilement, sans appréhension, ce genre de choses, tant mieux, surtout si c'est démocratique. Et pour nous, moi je pense... Donc réduire la charge de cette première étape préalable à tout déplacement qui est de prendre connaissance en fait. Oui, il faut étudier les plans, savoir où je passe, ces escaliers, est-ce que c'est compliqué. Enfin, parfois c'est loin d'être simple, alors que les technologies et les datas commencent à préciser et qualifier tout ça. Maintenant, comment on le présente, toujours un problème d'interface, pour que les gens se rencontrent. Et l'humain, puisqu'on peut sur un site internet, quand par exemple vous m'invitez aujourd'hui, je vous invite demain, préciser par exemple que la station de transport collectif accessible la plus proche est à 350 mètres de l'entrée principale. Donc c'est aussi, quand on parle de coût, il y a aussi de l'humain, comment il peut surtout que ces données existent. Voilà, surtout que ces données existent, mais on ne sait pas qu'elles existent nécessairement. Oui, c'est ça, c'est rendre accessible rendre visible ce qui est accessible aujourd'hui finalement. Exactement. En fait. Parce que bien souvent tout ça est qualifié, on sait ce qu'il en est, mais les gens n'ont pas forcément l'interface pour le savoir. Okay. Donc travailler sur ça Exactement. aussi. On travaille là-dessus, nous d'ailleurs, sur un appel à projet. Donc Audio Dimension vous attend. Non, mais... Ok. Sylvain, de ton côté, est-ce que tu as comme ça une clé? Dans notre démarche, on a au début essayé de travailler sur une technologie qui était vraiment pour les personnes déficientes visuelles. Et en fait, on se rend compte que on la rend accessible aux personnes qui n'ont pas de handicap. En fait, les personnes qui n'ont pas de handicap, elles ont aussi ces besoins de navigation sans écran, en vélo. Donc, en fait, on est dans une situation où on ne peut pas regarder l'écran.
Et les personnes déficientes visuelles sont nos experts qui nous ont aidés à développer une application pour tout à chacun grâce à leur pratique en fait au quotidien de se diriger en suivant une source sonore et ces choses-là. Et Comme un levier d'amélioration des outils de masse, oui, quoi. il y a cette inversion en fait qui est, mais qui finalement colle avec le paradigme d'aujourd'hui, enfin de la conception universelle. C'est ce qu'on. C'est-à-dire qu'en fait, les experts ne sont pas ceux qu'on croit. C'est-à-dire qu'on croit que les experts sont ceux qui voient. En fait, là, en l'occurrence, pour aider ceux qui voient, les experts, c'est ceux qui ne voient pas. Et ça s'est fait comment ça s'est fait, toi, dans quelque chose que tu avais un peu posé dans le marbre, ce process-là, ou ça s'est fait plutôt naturellement, en interrogeant comme ça ses besoins Ben, ça s'est fait complètement naturellement parce qu'en fait, on n'imaginait pas que ça allait fonctionner comme ça. Au début, on n'avait pas imaginé que cette technologie, elle pouvait servir en dehors justement du périmètre du handicap visuel. Et on n'avait pas non plus imaginé, encore moins, que ça allait être les personnes déficientes visuelles qui allaient nous guider pour construire, enfin pour développer une technologie ou des méthodes. Et en fait, ça crée une sorte de cycle un peu, enfin, on espère vertueux, où effectivement, on développe pour les déficients visuels, ça nous permet de créer des applications pour tout le monde, et là, on a nos experts déficients visuels qui vont nous aider à améliorer, voilà, enfin, on a un produit qui, grâce à l'expertise, enfin, à la fois au retour utilisateur des personnes normovoyantes et des personnes déficientes visuelles, enfin, s'améliore, on l'espère. Et puis on en a eu la preuve sur Unisson, par exemple. On a des exemples que nous a cité Ciel d'Occitanie, des personnes qui n'étaient pas du tout aveugles, qui ont utilisé cet outil pendant plus d'1 heure. Et ils découvraient le ciel, alors que ce n'était pas fait à l'origine pour eux, pour les personnes qui étaient non aveugles. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est exactement ce que... Par vos réponses, là, vous avez vraiment écrit les traits d'union entre vos 3 personnalités, quoi. C'est vraiment... Il y a une équipe hétérogène et en même temps, on sent les valeurs qui vous animent et vos ambitions futures. On a hâte de vous suivre prochainement alors. Du coup, on inscrira les liens dans le descriptif de la chaîne. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter question banale, mais en même temps destin unique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Elle est sortie comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter demain ou fin d'année déjà, mais qu'est-ce qu'on peut vous que ça soit déployé. Déjà en fin d'année, que notre casque soit à disposition à transmission osseuse, à conduction osseuse, pardon, soit disponible de la façon la plus large possible, et que finalement ça soit diffusé partout dans le monde. Je veux dire, c'est ce qu'on voudrait. Hein, je veux dire, ça c'est pour cette année et l'année prochaine. Nous, on pense que ce casque, en fait, évidemment, il peut répondre à cette question du guidage, etc., mais il a potentiellement plein d'applications. On pourrait imaginer des jeux avec, on pourrait imaginer des tas d'applications qui ne sont pas du tout forcément nécessairement du guidage, et pas du tout pour... vraiment, voilà, du fun, en fait. C'est ça qui fait nous souhaiter. En fait, on a réalisé qu'au début, c'était pour faire du guidage, mais à partir du moment où on a du son spatialisé, en fait, on a inventé une nouvelle interface. Et ça veut dire quoi, inventer une nouvelle interface? Ça veut dire qu'il va falloir présenter de multiples informations de façon standardisée, voire normalisée. Exactement comme on l'a eu sur nos écrans. Sur nos écrans, toute présentation est normalisée. Alors que dans le son, ça n'a pas encore été fait, en tout cas très peu. Mais si ça devient une interface, on ne va pas y couper. Forcément, il va falloir avoir cette façon de présenter toujours les mêmes informations et pas réinventer à chaque application une interface. Non, il faudra que tout ça soit normalisé. Merci de nous avoir invités dans votre laboratoire et à très bientôt. Plein de réussite. Merci.